L'empereur romain Honorius meurt en 423, après un trop long règne signalé par des désastres sans nombre, des traités honteux, des crimes atroces. Il avait consommé, pour ainsi dire, la ruine de l'Empire. Valentinien III, enfant, est proclamé empereur d'Occident. Placidie, sa mère, nomme Aëtius gouverneur des Gaules. Celui-ci refoule de nouveau les Francs jusque au-delà du Rhin. Clodion est battu par lui, mais il fallait qu'Aëtius fît partout respecter le nom romain. Or, dès qu'il s'éloigne, les Francs, qui ne se lassent pas de combattre, reviennent sans cesse sur leurs pas. Aussi, le territoire de la seconde Belgique est-il plus d'une fois pris et repris avant de rester en leur pouvoir. Enfin, Clodion veut tenter un coup décisif. Il envoie secrètement des émissaires jusqu'à Cambrai pour examiner le pays. Et pendant que son redoutable adversaire se trouve dans la première Belgique aux prises avec une armée de Burgonde, il franchit le Rhin, traverse le Hainaut, prend Tournai, noie Cambrai dans le sang et pousse sa marche jusqu'à la Somme. Il serait même allé plus loin si le général romain n'eût surpris à Helena, Édin, sur les bords de la Canche, au milieu des bruyants plaisirs d'une fête nuptiale, un détachement de l'armée des Francs. Les apprêts du festin sont renversés, brisés, la mariée elle-même tombe au pouvoir des Romains. Aëtius est vainqueur. Cependant, pour n'avoir pas deux ennemis sur les bras, les Burgondes et les Francs, il fait la paix avec ces derniers qui, à la faveur de cette transaction, conservent leur conquête. C'est là le premier établissement solide des Francs dans la Gaule. Au nom de Clodion se rattachent tous les souvenirs de cet événement. C'est ainsi qu'on personnifiait jadis les victoires obtenues par une succession de chefs dont les noms demeuraient dans l'oubli. Au surplus, Clodion passe pour avoir été bon, prudent et brave. Grégoire de Tours dit même de lui qu'il était le plus utile, c'est-à-dire le meilleur général de sa nation. Maintenant, pourquoi ce surnom de chevelu donné particulièrement à ce chef de Francs quand il appartiendrait au même titre à toute la dynastie mérovingienne? Clodion aurait-il été le premier à porter de longs cheveux? Non, sans doute. Une longue chevelure était chez les Germains et les Francs la marque distinctive de la noblesse et de la puissance. Plus tard, elle fut le privilège de la royauté. De là, sous les premières et deuxièmes dynasties, cet usage, pratiqué par les usurpateurs du pouvoir, de raser les rois qu'ils dépossédaient pour les signaler comme indignes de la couronne et les faire ainsi rentrer dans l'ordre des sujets. La peinture que les écrivains du temps tracent des guerriers francs à cette époque, et jusque dans le VIe siècle, a quelque chose de singulièrement sauvage. Voici ce que rapporte à ce propos l'historien Augustin Thierry. Ils relevaient et rattachaient sur le sommet du front leurs cheveux d'un blond roux qui formaient une espèce d'aigrette et retombaient par derrière en queue de cheval. Leur visage était entièrement rasé, à l'exception de 2 longues moustaches qui leur tombaient de chaque côté de la bouche. Ils portaient des habits de toile, serrés au corps et sur les membres avec un large ceinturon auquel pendait l'épée. Leur arme favorite était une hache à 1 ou 2 tranchants, dont le fer était épais et acéré, et le manche très court. Ils commençaient le combat en lançant de loin cette hache, soit au visage, soit contre le bouclier de l'ennemi. Rarement il manquait d'atteindre l'endroit précis où ils voulaient frapper. Outre cette hache, qui de leur nom s'appelait franquisque, ils avaient une arme de trait qui leur était particulière et qu'ils nommaient angue, c'est-à-dire hameçon. C'était une pique de médiocre longueur, capable de servir également de près et de loin. La pointe, longue et forte, était armée de plusieurs crochets tranchants et recourbés, comme des hameçons. Le bois était recouvert de lames de fer dans presque toute sa longueur, de manière à ne pouvoir être brisé ni entamé. Lorsque le angue s'était fiché au travers d'un bouclier, les crocs dont il était garni, en rendant l'extraction impossible, il était suspendu, balayant la terre par son extrémité. Alors le Franc, qu'il avait jeté, s'élançait et, posant un pied sur le javelot, appuyait de tout le poids de son corps et forçait l'adversaire à baisser le bras et à se dégarnir ainsi la tête et la poitrine. Quelquefois, le hang, attaché au bout d'une corde, servait en guise de harpon à amener tout ce qui l'atteignait. Pendant qu'un des Francs lançait le trait, son compagnon tirait la corde. Puis, tous deux joignaient leurs efforts, soit pour désarmer leur ennemi, soit pour l'attirer lui-même par son vêtement ou son armure.